RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Notre journal avec cette brève qui nous est parvenue, un appel à la réouverture de la carrière de DE. Les acteurs économiques de la Guadeloupe, dont l'Union des entreprises, UDMEDEF, la Chambre de commerce et de l'industrie, la CCI, et la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics, demandent au préfet la réouverture immédiate de la carrière de DE. Pour rappel, celle-ci fermée depuis le 15 janvier par décision judiciaire suite à un glissement de terrain en décembre, une fermeture qui menace directement 42 emplois et près d'1 millier d'emplois indirects. Les professionnels du BTP alertent sur les coûts liés à l'importation de matériaux et l'impact sur les chantiers structurants de l'île. Et je vous le disais dans le sommaire, une bonne nouvelle avec cette suspension de la grève au SMGEAG, le syndicat de l'eau. Après plusieurs jours de mobilisation, la grève au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe est suspendue. Le président Ferdi Louisi s'est exprimé au micro de Charlie Dagonia, soulignant l'importance d'une participation collective pour combler le déficit et redresser la situation du syndicat. Des fonds de l'État d'ailleurs seront mobilisés pour soutenir ces démarches. Suivons tout de suite ce reportage de Charlie Dagonia. L'élément essentiel que je retiens, c'est que les syndicats ont accepté de travailler au plan de redressement. Il est évident que la situation du SMGAG n'est pas encore établie et donc il va falloir faire des efforts conséquents, faire des coupes budgétaires pour nous permettre de redresser une situation, et les syndicats ont parfaitement manifesté leur volonté de participer avec moi et avec le comité syndical au redressement financier, organisationnel, administratif, technique du SMGAG. Ça, c'est le deuxième point que je considère comme un point d'avancée. Troisième élément, on a réussi à retrouver la confiance de l'État, notamment sous le plan pluriannuel d'investissement, où l'État va nous emmener des financements avec l'Europe, mais aussi un soutien qui devrait être encore plus marqué de la région et du département qui finance soit directement en prenant en charge des travaux, soit en nous donnant des subventions pour financer ce fameux plan pluriannuel d'investissement de 213 millions d'euros sur l'année 2025-2026 et qui devrait nous permettre de sortir des trous d'eau. Et le quatrième point, nous sommes aussi tombés d'accord avec les syndicats, il s'agit de parler de responsabilité collective. La responsabilité collective, c'est de se dire que l'eau doit payer l'eau. Alors, si on doit avancer, si on doit aboutir à un redressement et un système qui permet d'avoir de l'eau en qualité et en quantité dans les robinets des Guadeloupéens, il faudra aussi que les usagers participent à ce plan de redressement, c'est-à-dire en payant leurs factures. L'objectif, c'est que nous puissions participer tous ensemble, au niveau de la Guadeloupe, au redressement de ce syndicat. Ça passe par les partenaires extérieurs, la région, l'État, l'Europe, par le comité syndical, par la direction même de la structure, ça passe par les agents, toutes les catégories confondues, et bien évidemment on finit aussi avec la population parce que ce sont les usagers qui font le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe. Et poursuivons avec la dynamique et des accords et des sorties de conflits, avec un accord de principe qui a été trouvé également entre Total et les syndicats concernant les méthodes de passation entre les gérants sortants et entrants des stations de service. Ce différend avait suscité des tensions ces dernières semaines et une réunion est prévue le 31 mars pour finaliser l'accord de principe qui a été trouvé. Luc Rubens, secrétaire général de la STPPG, s'est confié au micro d'Olivier Félix. Eh bien, nous, c'était ça, c'était de manière à ce que Total 26 ans face avec nous pour nous discuter parce que ça fait quand même plusieurs courriers de demande que nous fait. Et si nous pas en exerce son préavis de grève, eh bien, on peut bien comprendre que Total pas 26 et que nous connaissons l'efficacité à la préfecture de ramener Total, qui fait que bon matin là, après des états et demi, 3 états de discussion, nous éplucher les points et nous finissons par comprendre nous, on a bien dit nous finissons par comprendre nous, parce que c'est un problème de méthode de passation qu'elle nous a posé, puisque ça a fait qu'à Total, l'ouvre gérant capati, et capati n'importe qui gens, il a laissé effectivement des aérés de salaire à terre, et que ce n'est pas normal qu'un gérant qui travaille dans l'entreprise et qui a laissé aérés de salaire à terre, et que Total pas garanti effectivement ou prend responsabilité d'appliquer. Donc,
nous expliquer que nous avons une méthode de fonctionnement qui a fait dans ce secteur-là. Donc, mission comme ça, et finalement, il finit par inspirer des méthodes-là que nous mettons en place là. Donc, nous avançons ces points-là, ça. Et comme ni des points qui a relevé de l'entreprise même qui est concernée, ça veut dire Total Miquel, Total Bas du Fort et Total Espetibo, eh bien, nous mettons contre ses pieds pour les points qui effectivement gérant la partie qui pas temps respectés et que même si Sodil a fait des avancées à ces plateformes de revendication là, ça, il est important pour nous qu'un monde payé, c'est qu'à rester. Donc, ils ont engagé avec nous à nous prochainement de manière à ce que nous régler ces points-là. Ça. Et nous arriverons le 31 mars à la préfecture à 11h pour nous effectivement faire un état de lieu et valider effectivement l'accord de principe là que nous actés, nous fixer total là, puis inspirer de méthodes en passation pour nous pas de problème dans l'avenir. Un dénouement favorable pour nous pas de problème dans l'avenir, comme dit Luc Rubens dans ce reportage. Un mot de santé mentale maintenant avec, dans le cadre du contrat local de santé, la communauté d'agglomération Cap Excellence a instauré une instance de concertation réunissant divers partenaires autour de la question de la santé mentale. L'objectif est de définir des actions concrètes pour accompagner socialement les personnes concernées. À ce titre, une plateforme santé mentale logement sera prochainement expérimentée en collaboration avec les bailleurs sociaux. Solène Fèvre nous en dit plus dans ce reportage. Le contrat local de santé mentale de Cap Excellence est une instance de concertation de plusieurs partenaires sur tout ce qui concerne la santé mentale. Alors, santé mentale ne veut pas forcément dire fou, ne veut pas simplement dire problème psychique. Nous avons avec la santé mentale plusieurs déclinaisons. Nous avons le burn-out qui peut être un problème de santé mentale. Nous avons d'autres sujets qui peuvent découler de la santé mentale, mais nous avons aussi le côté social de la santé mentale, puisque quand vous êtes en problématique santé mentale, c'est sûr que socialement, vous n'êtes pas exclu de la société, je dirais, mais presque. La parole se libère. Les familles rentrent dans leur rôle d'accompagnant. Ils veulent être compétents et c'est ce que l'UNAFAM apporte à ces familles, que ce soit par la sensibilisation, que ce soit au travers des ticosés, mais aussi par les actions de sensibilisation en quartier et surtout par la formation. Nous nous sommes rendus compte que les bailleurs sociaux rencontrent d'énormes difficultés avec des problématiques de santé mentale, des jeunes, des personnes âgées, enfin tout type de population. Et la réflexion qui a été portée, c'était de mettre en place une plateforme santé mentale logement pour permettre à ces publics de pouvoir accéder à leur logement et de pouvoir bien vivre dans leur logement. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'ARS et les bailleurs sociaux et Cap Excellence et le PSM, nous avons co-construit donc cette plateforme logement santé que nous allons expérimenter sur 6 mois pour voir comment nous pouvons porter notre contribution pour répondre à ces problématiques. C'est un besoin par rapport en fait, quand on a des signalements, et puis on note, enfin, les bailleurs sociaux aussi montent au créneau pour définir en fait, le fait qu'il y a des personnes qui ont des troubles. Il y a aussi le voisinage qui se manifeste en disant, bon, voilà, mon voisin a un comportement bizarre, ça crée des nuisances, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Donc toutes ces informations ont fait que l'établissement en santé mentale se mobilise et puis répondre en fait à sa vocation. Enfin, nous prendre avant de vous prendre nous en ayant l'information, en s'informant pour pouvoir avoir des outils, pour que si moi je suis concernée, je puisse m'orienter et si mon proche est concerné, que je ne puisse pas attendre que la maladie fasse trop de bruit pour pouvoir l'aider et l'accompagner. Parce que vraiment, la base, c'est la prévention. Plus on agit en amont, mieux la personne se rétablit et arrive à reprendre sa vie comme avant et voire même mieux. Et cap maintenant sur Cap Esterbello où 60 jeunes recrues du régiment du service militaire adapté, le RSMA, ont été présentés au drapeau lors d'une cérémonie officielle. Cet événement marque le début de leur engagement au sein du régiment où ils bénéficieront d'une formation professionnelle et citoyenne. Olivier Félix était présent pour couvrir cette cérémonie. On a été preneurs dès le départ
Et je pense aussi que c'est des jeunes qui vont servir la France, la Guadeloupe et aussi Capesterre-Belle-Eau. Pour nous, c'est une aubaine de recevoir ces militaires. Capesterre nous a ouvert grand ses portes dans un cadre magnifique et donc ça montre l'attachement du régiment et des jeunes que nous accueillons à toutes les communes de la Guadeloupe. J'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de jeunes et je parlais au chef de corps, je lui ai dit que de notre côté, la municipalité, on fera l'effort d'aller vers les jeunes pour qu'ils intègrent le RSMA. Par an, on en accueille environ 650. Ce mois-ci, c'est une petite soixantaine de jeunes. On en accueille tous les mois. Donc ils commencent leur passage chez nous par la formation militaire initiale d'1 mois. On les présente au drapeau et ensuite ils rejoignent leur filière de formation dans lesquelles ils apprennent à proprement parler le métier qui leur permettra de s'insérer. Le fait d'organiser cette manifestation, cette cérémonie-là, nous permet d'attirer les parents, les jeunes, aussi vers le RSMA. On constate que c'est aussi un moyen de nous faire connaître, de donner envie aux jeunes qui se posent des questions et c'est pour ça qu'on essaye vraiment de quadriller l'ensemble de l'île et on est toujours très bien accueillis dans les communes. Donc voilà, avis à toutes les communes, vous pouvez nous faire signe, on se fera un plaisir de venir faire une cérémonie chez vous. Et oui, ils sont bien encadrés. On a vu cette belle présentation au drapeau. On encourage évidemment tous ces jeunes. L'engagement pour le RSMA est une belle mission et nous en avons bien besoin sur notre territoire. En tout cas, il bénéficie d'un cadre et d'un encadrement, vous l'avez vu, de qualité. Sur mon plateau, maintenant, aujourd'hui, mes invités du soir, elles sont présentes. Nous allons parler de transmission, de valorisation du patrimoine foncier, parce que la communauté d'agglomération, la Riviera du Levant, organise en mars 2025 une série de réunions et d'informations et de permanences pour accompagner les habitants sur les thématiques comme l'indivision, la gestion locative ou encore la transmission des biens immobiliers. Pour en parler sur ce plateau, Madame Sidan Barom, vous êtes experte en conseil et gestion du patrimoine à Nitiam Consulting. Exactement. Et également Madame Myriam Brossius, 5e vice-présidente de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Exactement, bonsoir madame. Ça. Bonsoir. Bonsoir mesdames, merci d'être là. Alors on l'a dit, pourquoi est-il crucial de sensibiliser la population à la transmission et à la gestion du patrimoine du foncier en Guadeloupe? Alors, de manière générale, nous avons pu constater sur le territoire de la Carle que nous avions énormément de biens à l'abandon. Et aujourd'hui, cela représente effectivement un enjeu majeur pour nous, tant sur les problématiques de logement, les problématiques de salubrité, sur l'esthétique. Nous sommes un territoire particulièrement porté sur le tourisme, donc nous avons envie de mettre en avant notre patrimoine. Malheureusement, nous avons ces dents creuses, ces terrains à l'abandon, ces maisons à l'abandon, et la démarche que nous visons, nous, élus de la Carle, c'est aujourd'hui d'accompagner en fait ces propriétaires pour leur permettre effectivement de régulariser la situation de ces biens et qui sait pour par la suite permettre d'améliorer la situation du logement sur le territoire. Le volet économique aussi est atteint et à proximité, nous avons aussi les résidents qui vivent à côté, à proximité des biens à l'abandon et qui subissent les nuisances. Donc pour cela, nous avons fait appel à un prestataire, Nitiam Consulting, et voilà, donc Madame Sidan Barom va vous en dire un peu plus. Madame Sidan Barom, absolument, qui est sur notre plateau. On l'a dit déjà, ça va être des permanences qui sont réalisées. C'est un projet qui a commencé depuis octobre. Exactement. Et donc là, on parle plus spécifiquement, j'ai envie de dire, des permanences qu'il va avoir pendant le mois de mars. Une problématique qui revient souvent, l'indivision chez nous, on le sait, c'est une réelle problématique. Comment est-ce que vous conseillez, comment est-ce que vous gérez ce type de problématique au sein des permanences? Effectivement, on a mis l'accent sur la transmission et la valorisation. Comment valoriser si on n'a pas encore transmis les biens? Donc effectivement, avec la Carle, on a mis en place ces permanences pour permettre aux administrés d'avoir accès à des informations cruciales sur les questions patrimoniales, puisqu'on va aborder un certain nombre de questions patrimoniales. Et effectivement, on ne peut pas transmettre si on n'a pas de titre de propriété, on n'a pas fait la transmission de ces biens. Et donc, effectivement, lors de ces permanences, on sensibilise, on informe la population sur le patrimoine, la gestion, la transmission, et trouver les alternatives aux questions récurrentes d'indivision sur le territoire donc intercommunal, et anticiper sur les problématiques liées à la valorisation du patrimoine, puisqu'on a un objectif environnemental qui arrive, puisque pour pouvoir louer les biens, il faut aussi que ces biens soient aux
normes. Et pour ça, il faut aussi régler tout ce qui est gestion d'indivision en cours. Voilà. Alors, cet accompagnement, quelle forme il prend exactement? Quelle forme prend-il? Je viens aux permanences, on analyse certainement ma problématique, mon dossier, et par la suite, comment ça se passe avec vous? Alors, on a une fiche, un audit patrimonial avec différents thèmes abordés. Donc, l'administré, il va cocher un thème précis, et donc on travaille sur ces questions pendant 30 minutes. Alors, ils ont la possibilité de travailler, donc moi, c'est un challenge pour moi. J'ai plusieurs thèmes à aborder pendant 30 minutes avec l'administré, et si par la suite, je l'oriente aussi vers des professionnels qui sont adaptés à la question. Et puis, on essaye d'accompagner au mieux par la suite pour essayer de trouver une solution pour des biens qui sont en indivision et qui sont en état de délabrement au centre-ville des communes, des territoires concernés, effectivement, par la CAL. Madame Sidambarom, au-delà de l'accompagnement juridique qui est mis en place et de l'information avec ce type de permanence, quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place aussi au niveau de la CAL pour aider les propriétaires à mieux gérer et à valoriser leurs biens? Alors en fait, déjà, en action concrète, nous avons ce partenariat. Déjà, ça va un peu plus loin puisque nous avons aussi l'ADEAL qui peut accompagner. Nous avons Terre Caraïbes, anciennement EPF, qui peuvent effectivement accompagner. Mais nous sommes ouverts en fait et sensibles à cela. Donc les administrés peuvent se rapprocher de la CAL où nous aurons une écoute et peut-être aller un peu plus loin au cas par cas sur les différents dossiers. L'idée pour nous, en fait, c'est de leur permettre de sortir de ce système qui, on le sait, en Guadeloupe, c'est pas uniquement la CAL, ça concerne l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Et puis, si nous parlons de patrimoine, nous avons à cœur aussi de préserver ce patrimoine, de le valoriser, mais de permettre vraiment aux administrés de trouver des solutions, puisque c'est vraiment un casse-tête et ça crée de très, très gros problèmes au sein des familles. Et nous avons à cœur de les accompagner, de les aider à résoudre cela. En tout cas, voilà, vous avez le mérite de mettre en place ces permanences et c'est très bien, on le voit à l'écran, on va l'afficher encore, c'est cette réunion d'information grand public à la salle des fêtes de Beau Séjour. On est à la Désirade de 9h à midi le jeudi 27 février. Alors on pourrait se dire, c'est demain, c'est vrai que ça paraît très loin, mais la Désirade, on pourrait penser que c'est un peu loin, mais c'est le territoire de la CAL aussi, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc vous avez 4 territoires, c'est le dernier territoire qui sera justement où il y aura cette permanence, mais sinon il y a eu Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. Voilà, donc nous sommes encore là. Donc demain, les Désiradiens pourront venir à la rencontre du prestataire pour avoir les informations. Mais autrement, la démarche va se poursuivre. Nous sommes là, le territoire de la CAL, de toute façon, au niveau de la CAL, nous sommes vraiment à l'écoute des administrés. Et donc, ils ont cette écoute, ils ont cette possibilité de se rapprocher de leur mairie pour avoir les élus communautaires et accéder à l'information. On a bien compris, en tout cas, l'information sera accessible. Moi, j'ai envie de savoir, vous, Madame Sidambarom, c'est peut-être un peu plus technique, mais quelles sont les vraies difficultés aujourd'hui que l'on rencontre si on devait transmettre un conseil, là, si on est un peu en expertise, là, tout de suite, privé pour nos téléspectateurs. Voilà, s'il y a des petits tips, comme on dit, ou qu'on pourrait donner déjà avant même d'arriver de consulter, vous alerteriez sur quoi exactement? Alors, moi, je dirais que il faut faire un état des lieux du patrimoine, de la famille, ne pas attendre quand il y a un décès pour se préoccuper du titre de propriété, des documents cruciaux et anticiper. Moi, je suis pour l'anticipation, la planification. Et justement, lors de ces permanences, j'encourage les propriétaires à se renseigner déjà auprès soit des services d'urbanisme des villes pour connaître au moins les références cadastrales des terrains, se rapprocher également du service des impôts puisque être propriétaire nous oblige aussi à payer les impôts et donc ça oblige déjà à faire déjà un travail de recherche pour nous permettre après de procéder soit à la transmission puisque les indivisions qui bloquent
La plupart du temps, c'est un manque d'information. On n'a pas anticipé sur ces situations. Soit on a des indivisions qui sont bloquées parce qu'on ne s'entend pas et on n'a même pas encore valorisé les biens. Et donc, on se dit, ah, ça va nous coûter cher, mais il faut déjà valoriser le bien économiquement. On a une responsabilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un décès, il faut aller voir les professionnels. Faut pas tarder, puisque on se retrouve avec des indivisions qui datent, on arrive, il faut partir de l'arrière-grand-père. Et lorsqu'on a la succession de l'arrière-grand-père à faire, il faut redescendre jusqu'à nous qui sommes petits enfants. Et du coup, on a des successions à régler et des frais importants. Donc moi, je suis d'avis à pousser les propriétaires à identifier très vite les propriétés et de rassembler les pièces. Rassembler les pièces, faire un travail de préparation, il y a un travail de recherche à faire, on l'a compris. Voilà, parce que si on ça permet de gagner du temps. En fait. Ça permet de gagner du temps et lorsqu'on saisit un notaire, on peut effectivement donner un dossier complet. En tout cas, voilà, on va arrêter comme ça, c'est le suspense, ça donnera envie d'aller vous rencontrer. On a bien compris, c'est précis et il y a tout cet accompagnement, on l'affiche encore, mais on donne rendez-vous demain au Désiradien pour le coup, jeudi 27 février de 9h à 12h à la salle de Beau Séjour, c'est à la Désirade. Vous pourrez donc rencontrer Madame Sidan-Barom et toute l'équipe, je suppose, de Nitiam Consulting. Madame Sidan-Barom, vous ferez le déplacement aussi. Madame Rosius, pardon, vous ferez le déplacement aussi. Demain, oui, pour la Désirade. Donc on pourra aussi vous rencontrer, discuter, peut-être échanger un peu avec vous à la Désirade. En tout cas, merci mesdames pour votre investissement, d'avoir apporté cette information et j'espère qu'ils seront nombreux, que vous serez nombreux à bénéficier de ces conseils. Merci beaucoup mesdames. Merci à vous. On poursuit notre JT avec un mot de redressement communal avec le prolongement du quorum à Pointe-à-Pitre. Comprenez le contrat de redressement outre-mer pour l'année 2024-2026. En effet, le premier contrat couvrant la période de 2021 à 2024 a permis de réduire significativement le déficit communal. L'objectif affiché est aujourd'hui de sortir Pointe-à-Pitre du déficit d'ici la fin de la mandature actuelle. Pour rappel, en 2019, la Chambre régionale des comptes avait relevé un déficit de 78 millions d'euros conduisant à une procédure de révocation à l'encontre de l'ancien maire Jacques Bangou. Tout de suite, des précisions dans ce reportage. Ce mardi 25 février est un grand jour pour la ville de Pointe-à-Pitre. C'est aujourd'hui la date de la signature de la deuxième édition du quorum, le contrat de redressement outre-mer. De 2021 à 2023, début 2024, nous avons bénéficié d'un premier quorum et nous avons présenté le bilan de ce premier quorum à l'État. Et au vu de notre sérieux, au vu de la rigueur que nous avons appliquée, l'État s'est rendu compte que le déficit de Pointe-à-Pitre était en train de fondre. Mais on n'est pas sorti de cette galère et l'État a bien voulu renouveler le quorum. Et aujourd'hui, nous sommes là pour signer la deuxième édition du quorum qui va couvrir la période 2024, 2025, 2026. On est sur un deuxième contrat quorum, ça prouve que c'est une marque de confiance. Puisque le premier contrat quorum, si on fait un deuxième, c'est que le premier, on est satisfait tous les uns et les autres de la façon dont ça a été mené. Il y a une réduction du déficit, il y a une réduction des dépenses et du budget de la commune, il y a une restauration de sa situation budgétaire. Donc c'était la période 2021-2023, et là on embraye sur une nouvelle période, 2024-2026. L'engagement de la commune, c'est de faire des efforts, c'est de conduire une trajectoire vertueuse de redressement des finances publiques. L'engagement de l'État, c'est d'apporter un ballon d'oxygène financier, 3 millions d'euros, un peu 3,5 millions exactement, 1 million par an sur 2024, 2025, 2026, et d'apporter une assistance technique. Donc il y a une personne, Marie-Emmanuelle, qui est effectivement placée auprès du maire et de ses équipes pour la conseiller en matière d'expertise, etc. Et tout l'intérêt du contrat, c'est de redonner des marges de manœuvre, d'inculquer une véritable culture de gestion de la performance au niveau de l'administration pour que la collectivité puisse se redresser et qu'elle puisse redevenir un phare au sein du beau territoire qu'est la Guadeloupe et retrouver toute son attractivité pour permettre des investisseurs et également des personnes de souhaiter investir et de souhaiter vivre et dépenser, se restaurer et vivre à la fois les loisirs et également au quotidien au sein de cette belle ville de Pointe-à-Pitre. Les points 3 peuvent dormir tranquilles. Le déficit de Pointe-à-Pitre au 31 décembre 2024 est à moins de 6 millions d'euros. On oscille environ 5 millions d'euros. Lorsque nous aurons fini notre mandature,
Pointe-à-Pitre devrait être sorti du déficit et retrouver la compétence budgétaire qu'on a perdue depuis plus de 10 ans. Pointe-à-Pitre, qu'il fait nom encore, grâce à ce quorum qu'on a signé aujourd'hui. Une bien belle nouvelle pour la ville de Pointe-à-Pitre, en tout cas, souhaitons-le. Et l'une des conséquences de cette bonne gestion peut être effectivement l'émergence de projets comme celui-ci avec un renouveau urbain et l'inauguration d'un tiers-lieu, Île Yacaz, justement, à Pointe-à-Pitre, dans le quartier de Raspail. C'est un nouveau lieu, un nouveau tiers-lieu nommé ainsi, et cet espace collaboratif vise à dynamiser le tissu économique et social en offrant aux habitants un lieu dédié à la formation numérique, à la culture, ainsi qu'à l'entrepreneuriat. Charlie Dagonia nous présente ce beau projet ambitieux dans ce reportage. Un tiers-lieu, il peut avoir différents formats. Donc le nôtre, c'est que on a créé une dynamique un peu entre la maison et le travail. C'est-à-dire que quand les personnes elles viennent dans notre tiers-lieu qui s'appelle Île Yacaz, elles peuvent s'attendre à être reçues comme à la maison. Elles auront un café, un thé. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a toute une communauté autour. Et puis aussi, elles savent que l'objectif de venir, c'est surtout de développer leurs compétences professionnelles. Donc c'est un peu ce mélange entre les deux dynamiques, conviviales et professionnelles. Donc au sein de notre tiers-lieu, nous avons vraiment plusieurs choses. Notre objectif, c'est d'accompagner les habitants dans leurs projets, que ce soit des projets personnels comme des projets professionnels. Nous sommes, j'ai pas dit, au quartier Raspail, Chemin Neuf, Carénage. Donc dans notre quartier, cet accompagnement, il va s'exprimer par des formations en compétences de base, c'est-à-dire des formations pour apprendre à mieux lire, à mieux écrire, à utiliser l'ordinateur, les mathématiques. Nous, vraiment, on essaie un maximum d'essayer de faire en sorte que ce qu'on propose à la personne qui est venue nous trouver, ça lui corresponde. Ça soit fait pour lui, on essaie vraiment d'aider un maximum pour pouvoir répondre au positif à ce que la personne elle veut, ce qu'elle recherche. Du coup, généralement, les gens ils sont attirés par notre belle devanture, donc ils frappent. Et si c'est moi qui vais ouvrir, je vois les besoins qu'ils ont. On a une présentation à l'entrée, un kakémono qui présente une formation où il y a écrit justement numérique. Et souvent, c'est la première question qui est posée. Oui, est-ce que vous donnez des cours d'ordinateur, etc. Donc, j'explique tout de suite les horaires, comment ça se passe. Et j'essaye de tout de suite faire le lien. Quel genre d'utilisation vous avez chez vous? Est-ce que vous utilisez le numérique? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Parce que je veux que rapidement les gens sentent et comprennent que pendant mes cours, ce sera vraiment quelque chose de personnalisé et que je m'adapte aux besoins de chacun. Donc peu importe le niveau, je serai toujours là pour répondre à leurs attentes. J'attends ce moment avec impatience parce que je pratique des activités qui me font du bien. On pratique l'anglais, on fait aussi des activités autour des réseaux sociaux. On a des masterclass autour du cinéma, on rencontre des écrivains, on fait des ateliers d'écriture, etc. Et vraiment, c'est un moment, une journée de plaisir pour moi. Parce que comme vous savez que quand on est à la retraite, on a besoin de faire un peu fonctionner les neurones, autrement ils deviennent un peu paresseux. Et donc ça me fait du bien et je suis contente. Je rencontre d'autres personnes aussi comme moi qui ont la même envie que moi. Nous discutons, on a des moments de partage, on a des moments aussi en intercours, on peut discuter entre nous et c'est un plaisir. O-News Radio sur outremernews.fr.